Bonjour chers amis, comme on a un programme serré, je vais essayer de jouer le timekeeper à la fin mais aussi au début. Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième table ronde à propos du métaverse, qui est un sujet qui a déjà été abordé dans les tables rondes précédentes. Ça montre bien que c'est un sujet aujourd'hui absolument clé. On pense évidemment à l'annonce de Mark Zuckerberg il y a quelques mois qui a dit qu'il allait faire le métaverse dans 10 ans. On voit le petit panneau, le kakémono qui est derrière, où on a, semble-t-il, une dame qui peut-être est dans le métaverse. On va voir si ça correspond à notre définition. Pour ceux qui ont regardé la Tech Vision d'Accenture, il y est. Et j'allais dire notamment question, mais presque, enfin en tout cas c'est très central comme sujet. Donc c'est un sujet absolument clé que ici on va essayer de discuter un peu de manière critique. La question est simple, hein, le jeu en vaut-il la chandelle? Je trouve que c'est un assez bon résumé. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce métaverse? Est-ce que ce n'est pas un Meta-Waste. Bon, pour aborder cette question riche, nous avons Carole Davis-Fier d'Accenture, qui est directrice du numérique responsable. Nous avons Laurent Eskenazi, qui est avec nous, qui est cofondateur de Boavista et consultant spécialiste en mesures d'impact environnemental du numérique dans les organisations. Raphaël Granier de Cassagnac, qui est directeur de recherche CNRS, écrivain, physicien et responsable de la chaire jeux vidéo à l'École Polytechnique. Et Vincent Guigui, qui est responsable réalité augmentée chez Octo et Accenture. Voilà, donc merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Pour commencer, si je peux commencer avec une première question très simple, c'est quoi le métaverse? Vincent, peut-être que vous pourriez commencer sur le sujet. Merci de me permettre d'ouvrir avec cette définition. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule définition de métaverse, il n'y a même pas un seul métaverse. Mais une définition un peu globale, ça serait le métaverse, c'est une évolution d'Internet qui permet aux utilisateurs de vivre une expérience partagée et persistante. Vivre, c'est vraiment le terme, c'est être dans l'expérience. Donc ça sous-entend les notions d'immersion, de réalité virtuelle, mais pas seulement, on peut aller aussi sur de la réalité augmentée. Donc c'est Internet comme on l'a, avec des technologies comme on les a actuellement, mais qui rentrent en compatibilité un peu plus, notamment avec, je lâche des gros mots, la blockchain, les NFT, l'immersion virtuelle, la décentralisation. Tout ça, ça fait partie du métaverse et on pourra rentrer dans les cas d'usage un peu plus tard, si vous voulez. Mais juste pour finir sur la définition, il y a plusieurs types de métaverse. Il y a ceux qui viennent du monde du gaming, ceux qui viennent de la cryptographie, notamment avec des Decentraland et compagnie. Il y a ceux qui viennent du social et des réseaux sociaux, avec Facebook notamment. Donc on a plusieurs mondes qui vont se merger, se collisionner pour faire, on espère, un seul métaverse ouvert, ou pourquoi pas plusieurs planètes dans un seul métaverse. Est-ce que c'est clair ou pas? Vous me dites. Hein. C'est un peu fumeux pour l'instant, on va voir. On va rentrer dedans. Non mais quand on a préparé la table ronde, on aurait pu discuter déjà 1 heure de juste cette première question et Raphaël avait des commentaires à nous proposer sur cette question. Métavers global, c'est-à-dire qu'ici on est en fait chacun chez soi, on participe à une conférence, donc on est tous comme la dame qui est ici avec nos casques de réalité virtuelle. À la fin de la conférence, il y a quelqu'un qui vient discuter avec moi, je peux discuter avec lui ou avec elle. Il trouve que ma chemise est vraiment bien et donc je peux lui vendre ma chemise que j'ai moi-même dessinée en fait. À base de NFT. Ensuite, je vais au cinéma dans un autre endroit du métavers. Et puis, j'en profite pour faire mes courses qui me sont livrées directement chez moi parce que dans toute cette opération-là, je n'ai en fait jamais quitté chez moi. Donc ça, c'est la vision un peu idyllique, enfin non, pas idyllique du tout d'ailleurs en fait, mais totale, je dirais, extrême du métavers. Moi, je pense qu'on n'arrivera jamais à cette version-là. D'abord, j'ai beaucoup aimé dans la première table ronde, je ne sais pas si vous étiez tous là, quand Étienne nous montrait la table des temps qu'il fallait pour une innovation de rupture pour arriver sur le devant de la scène. Et ben, si le métavers était une innovation de rupture, on l'aurait déjà en fait, parce que ça fait longtemps que des premières expériences de métavers existent.
Les premiers jeux massivement en ligne, c'est le siècle dernier, c'était 96 avec Meridiam 59 par exemple. Très tôt après, Second Life arrive, dès 2003, donc les premières façons de faire un métavers tel qu'on le conçoit aujourd'hui, elles existent depuis longtemps. Elles fonctionnent sur des niches, il y a des communautés de joueurs qui sont déjà dans le métavers, dans leur métavers depuis très très longtemps. Donc je pense que voilà, je voulais juste désamorcer un peu cette version de métavers global. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, il y a plein d'incarnations possibles, différentes du métavers, qui sont d'ailleurs pas forcément en 3D. Peut-être que le métavers, c'est quelque chose qui est en 2D. Peut-être que le métavers, c'est pas avec un casque. Alors pour moi, une des grosses limitations du métavers, c'est justement cette histoire de casque, en fait. C'est-à-dire que il y a pour moi deux choses qui freinent le métavers avec la réalité virtuelle dans le casque. Le fait que déjà c'est un objet, le casque, il faut l'acheter, il est invasif. C'est pas du tout anodin de mettre un casque. On a essayé de nous vendre plein de montres connectées, plein de Google Glass, ça n'a pas si bien marché que ça. Ça a des usages de niche. Le casque, ça va être pareil. Donc ça, c'est la question du matériel. Est-ce qu'il y aura vraiment un métavers avec ce matériel-là? Et la deuxième question, c'est la question du besoin. C'est-à-dire que, OK, mettre un casque de réalité virtuelle, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça nous apporte en plus par rapport à l'expérience qu'on a déjà sur Internet? Et ça, je pense qu'il y a en fait, on y viendra, il y a plein d'usages précis, bien identifiés, où là, la valeur ajoutée du casque et du côté plus immersif encore, est important, mais je pense que ce n'est pas du tout l'usage majoritaire. On fait déjà plein de choses sur Internet, on n'a pas besoin de casque, ça marche très bien, et mettre un casque en plus, ce sera plutôt un frein en fait, à ces activités-là qu'un boost. Encore une fois, identifier les endroits où ça va être super utile, des endroits où en fait ça ne sert pas à grand-chose. Ok, merci pour ces premiers éléments. Tu trouves qu'ils ont répondu? Parce que moi, si je suis sur Teams, par exemple, messieurs, là, j'ai pas de casque de réalité virtuelle, je collabore avec toute mon équipe, là, je suis dans le métavers ou pas? Alors, je vais le faire. Il y a une expression, là, il y a Shan Puri qui est CEO de Twitch, qui a dit « le metaverse, ça commence au moment où notre vie personnelle, ou notre vie physique, a moins de valeur que la vie numérique ». Et sachant que tu travailles sur Teams 90% de ton temps éveillé, on va dire, que j'imagine que tu commandes des choses sur Internet, que tu reçois un salaire, pas avec des billets et des pièces sonnantes et trébuchantes, en fait, et ta vie sociale potentiellement avec tes amis et tes proches passe sûrement via des réseaux numériques, tu es déjà à moitié dans le metaverse. Donc Teams, c'est un metaverse pas très immersif, ça reste 2D et cantonné à des bonhommes plats. Le but de passer en 3D, c'est pas forcément nécessaire. Il y a comme un élément intéressant, c'était juste la semaine dernière, j'ai passé 1h30 avec des amis aux États-Unis. J'étais physiquement à Paris, mais ils étaient aux États-Unis et j'étais dans le metaverse avec eux. Et j'ai eu vraiment l'impression de les avoir dans mon salon. J'ai eu une expérience sociale intense avec eux, sans qu'il y ait eu aucun déplacement. Ça, c'est pour l'écologie, plus un point. J'ai pas compté au niveau du cloud ce que ça consommait, mais bon, je pense moins qu'un billet d'avion, en tout cas. Mais c'était très émotionnellement investi. J'étais là, ils étaient là. Et dans un Teams, pour information, il n'y a qu'une seule personne qui parle. Comme ici, on a un micro, il y a une seule personne qui parle à la fois. Si on veut être potes et on veut se parler un petit peu, on ne va pas pouvoir faire ça dans un Teams. À moins de créer un nouveau canal de communication en parallèle. Dans le metaverse, si c'est de la 3D, c'est spatialisé, pas forcément 3D. Si c'est un peu évolué et avatarisé, on a chacun notre identité et on peut se déplacer. Et on peut se rapprocher d'un pote, lui parler pendant que le speaker ou l'intervenant principal parle, et on va pouvoir s'échanger des blagues, par exemple, ou avoir une interaction humaine, plus que juste « je suis un pauvre utilisateur connecté sur un écran qui écoute d'autres gens qui parlent ». Donc le metaverse, t'es un peu dedans, même peut-être beaucoup, et on va être de plus en plus dedans, mais pas forcément avec la 3D, parce qu'il y a des vrais freins à la 3D, même en termes d'écologie. Quand notre PC se met à ramer et qu'il n'y a plus de batterie au bout de 10 minutes, parce qu'on est en 3D, c'est qu'il y a un problème. Quand il faut un crypto-wallet, donc un portefeuille de crypto-monnaie pour se connecter à un metaverse cryptographique, c'est un peu dommage parce que tout le monde n'a pas de crypto-wallet. Surtout les enfants de moins de 18 ans qui sont des potentiels acheteurs et qui n'ont pas l'âge pour avoir des porte-monnaies. Donc il y a des freins, mais en fait on est déjà à moitié dans le metaverse, même si ça ne s'appelle pas comme ça actuellement. Ça te va ou pas? Bon, c'est limite quand même du buzzword pour des choses qui existent encore. Hein. Oui, tout à fait. Bon, moi j'avais compris que quand même il y avait une évolution vers après l'Internet normal, l'Internet des objets, l'Internet des endroits, avec ce continuum et cette persistance.
Ouais, je vais... D'accord avec Vincent. T'as raison, mais il y a un continuum absolu pour moi entre... Attends, excuse-moi. Ouais, super. Il y a... Tu pourrais te déplacer. C'est ça. Mais je peux aussi ici, mais ce ne sera peut-être pas bien. Je peux aller de l'autre côté, prendre le micro. Il y a un continuum absolu, effectivement, entre Teams. Conférences. On a fait plein de conférences pendant la crise sanitaire. On aurait pu aller dans un métavers. On est allé dans des métavers. Il y a plusieurs plateformes qui existent. Moi, il y en a une que j'aime bien qui s'appelle Gather Town, qui est un plan 2D très inspiré du jeu vidéo dans lequel on se balade. Et effectivement, quand deux personnages, c'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est spatialisé, c'est-à-dire quand deux personnages se rapprochent, pof, les webcams arrivent, on s'entend, on peut se parler. Quand on se rééloigne, on s'entend plus, etc., etc. Donc c'est un début de métavers. Donc il y a un continuum absolu, et donc là, dire où démarre le métavers et où s'arrête la réalité, c'est quand même compliqué. Teams, moi je suis plutôt Team Zoom. Moi j'ai un bureau virtuel dans Zoom, c'est-à-dire que j'ai une adresse permanente dans Zoom et des fois je m'y mets et mes collègues ils peuvent venir me voir dans Zoom, ils savent que c'est ouvert, donc ça commence à ressembler un peu, même s'il n'y a pas de matérialisation de l'espace, ça commence déjà à ressembler à un espace semi-permanent dans lequel on peut me rencontrer. Donc tu vois, je pense qu'il y a un vrai continuum absolu en fait, et que c'est peut-être justement sur ce continuum qui est la plus fine réflexion qu'on peut avoir, c'est-à-dire il y a peut-être des trous dans ce continuum, mais faut peut-être aller les combler. Et puis alors, le mieux, c'est quand on pourra vraiment choisir son niveau de réalité avec un seul outil, quoi. Mais ça, je pense qu'on n'y est pas encore arrivé. Donc oui, tu es dans le métavers. Donc, Attends, juste. Oh, ça va durer longtemps avec les définitions. Hein. C'est pas la bonne table ronde pour avancer dans la discussion. Juste sur la partie espace, effectivement, en virtuel ou pas forcément en virtuel, on peut créer des lieux. Comme on avait des sites web, sauf que là, on peut être chacun créateur ou propriétaire d'un lieu virtuel et on peut retrouver des gens. Et c'est exactement ça, c'est se dire, comme je suis chez moi, je peux attendre que des gens viennent chez moi. Je suis à mon travail, à mon bureau, les gens peuvent passer me voir. Bah, je peux aussi avoir un bureau virtuel ou des lieux virtuels où je peux être et je peux changer de lieu très facilement et trouver d'autres gens. Et donc il y a ce côté lieu qui effectivement est recréé avec le metaverse, avec la nouvelle définition de l'Internet. Le Web 1, c'était l'Internet de la data, l'Internet des people, c'était le Web 2 avec les réseaux sociaux et la partie crowdsourcing. Et là, ce Web 3, ça va être là plutôt les lieux où on va créer des lieux. Il y a des musées, des lieux touristiques qui se créent en virtuel, il y a des créations, il y a Snoop Dogg qui a une baraque incroyable dans le metaverse et ça fait augmenter la spéculation autour des parcelles qui sont aux alentours. Donc voilà, il y a un côté lieu parce que l'humain vit dans l'espace 3D. Vous avez chacun une place. On est tous spatialisés nativement, naturellement, et on ne pourra pas aller dans le métavers si on ne peut pas recréer ce sentiment d'individualité et de lieu en même temps. Promis, j'arrête. Ok, donc si j'essaye, on y est déjà un petit peu, mais pas encore tout à fait, et a priori, on va peut-être y être plus. Bon. Ok, très bien. Maintenant, question, et là, je me tourne vers Laurent. On sait bien, on a tous entendu parler du récent rapport du GIEC, du fait que le réchauffement climatique est évidemment causé par l'homme, qu'il va falloir sérieusement réduire nos émissions de gaz à effet de serre si on veut essayer de pas se retrouver dans quelques dizaines d'années dans une situation trop compliquée. Est-ce que de ce point de vue-là, le métaverse est une partie de la réponse ou non ? Alors, je vais casser un peu l'ambiance, hein. Je suis désolé. Donc effectivement, on est dans une situation aujourd'hui où on est face à un réchauffement climatique qui est prouvé, il est démontré que c'est l'homme qui l'a causé. On peut néanmoins agir, mais néanmoins pour agir, il faut prendre des mesures assez fortes. Donc on a 10 ans grosso modo pour réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'il faut que chaque année, on réduise de 5 à 7% nos émissions. C'est une pente qui est assez forte. Et on peut se dire que le numérique peut nous aider, peut être une solution dans cette réduction. Et effectivement, le numérique a des bénéfices, le numérique peut nous aider, peut-être. On utilise tous le numérique et on trouve tous des vertus au numérique pour communiquer, pour travailler, pour se divertir. Et c'est super, mais néanmoins, il faut être conscient que le numérique, c'est une industrie qui est extrêmement matérielle. C'est-à-dire que le smartphone que vous avez dans la poche, pour le produire, c'est un smartphone, il doit faire 200 grammes pour le produire, il a fallu extraire 200 kilos de matière, il a fallu émettre près de 100 kilos de CO2 pour le produire, il a fallu utiliser une quantité d'énergie qui est extrêmement importante. Et ça, c'est juste pour le smartphone que vous utilisez, mais évidemment, pour vous connecter à n'importe quel service avec ce smartphone, il faut utiliser des réseaux qui eux-mêmes
ont dû être construits et utilisent de l'électricité. Il faut se connecter à des data centers qui sont massifs, qui eux-mêmes ont un impact par leur construction, par leur usage et par leur fin de vie. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, le numérique, c'est une industrie qui représente environ 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et là, je parle juste des émissions de gaz à effet de serre, du CO2, mais il y a plein d'autres impacts qui existent autour du numérique, et notamment tout ce qui est impact sur l'eau, impact sur la biodiversité, impact sur les ressources naturelles non renouvelables, les métaux rares qu'on utilise. Voilà, on sait que ces métaux, on en a une quantité limitée, et un jour, on n'en aura plus, quoi. Et donc, évidemment, quand on voit ça, ça pose question. Et donc, je l'ai évoqué très brièvement, mais c'est important de savoir que voilà, 3/4 de ces impacts aujourd'hui pour le numérique sont dans les terminaux, 3/4 c'est autour de la fabrication, en tout cas en France, dans le monde où l'électricité est plus carbonée, les impacts sont partagés entre la fabrication et les usages. Et donc, et alors là, je parle des impacts directs du numérique, la construction, l'usage, la fin de vie de ces équipements, c'est les impacts directs. Mais il y a aussi des impacts indirects, ce qu'on appelle les effets rebonds. Typiquement, les effets rebonds, c'est par exemple, je prends un exemple dont vous avez peut-être entendu parler, c'est par exemple le covoiturage, qui n'est pas spécifiquement associé à un terminal ou à un équipement, mais plutôt à un usage. Le déploiement du covoiturage, on se dit c'est super parce qu'on va pouvoir mettre dans une seule voiture, dans un seul trajet, plus de personnes, et finalement amortir l'impact environnemental d'un trajet sur 4 personnes, 5 personnes, alors qu'avant, c'était juste une personne qui voyageait. Et c'est vrai, sauf qu'en fait, les services de covoiturage, en se démocratisant, ont permis de baisser le coût d'un trajet, et donc du coup, les gens font plus de trajets. Et donc l'impact global du covoiturage est peut-être plus important que si les services de covoiturage n'existaient pas. Et ce genre d'effet qu'on appelle des effets rebonds, oui, Raphaël, tu veux réagir ? Non, c'est une réaction. Non, je ne peux pas réagir, vas-y. Bien, vas-y. Non, j'ai pris l'exemple du covoiturage, mais en fait, ce type d'exemple, on le trouve sur, par exemple, le déploiement de la 5G, on le trouve sur le télétravail, on le trouve sur les systèmes de type GPS. Le GPS, c'est une invention qui est super, mais du coup, les gens circulent beaucoup plus loin que là où ils circulaient auparavant. Et donc, du coup, ils vont habiter beaucoup plus loin. Et donc, ça génère une artificialisation des sols qui est beaucoup plus importante. Donc, tout ça pour dire que le numérique a aussi un impact indirect qui dépasse sa fabrication, son usage et sa fin de vie directe. Et donc, pour revenir, et j'arrive presque au métaverse, et donc, il y a des impacts, il y a des aspects positifs, mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui soient suffisamment solides et suffisamment crédibles qui montrent que la balance est en faveur du numérique, que le numérique est plutôt positif plutôt que négatif. On n'a pas ces études. En tout cas, les études qu'il y a aujourd'hui, on peut les casser assez facilement, quoi. Et donc, du coup, comme on est dans une situation où il faut réduire les impacts, les gaz à effet de serre, etc., de façon globale, et que le numérique est une industrie qui représente 2 à 4% et même augmente de 8% par an, on voit qu'on est dans une situation qui est avec des trajectoires qui sont incompatibles, quoi. Et qu'il faut forcément finalement rentrer dans une démarche qui va être une démarche où on va soit s'auto-réguler, s'auto-brider, soit à un moment donné, il va y avoir des acteurs qui vont dire voilà, il faut réguler cette industrie comme il faut réguler d'autres industries, sinon on va aggraver et on va aggraver la situation environnementale. Et donc pour arriver au métaverse, donc effectivement le métaverse c'est une technologie, un usage qui est intéressant, mais sur le métaverse comme sur le reste du numérique, il faut se poser la question quels sont les usages qui sont réellement bénéfiques, qui auraient réellement de la valeur et pour lesquels on peut se permettre finalement de consommer des gaz à effet de serre, de consommer de la ressource qui est non renouvelable, et quels sont les usages qui sont, eux, gadgets ou moins utiles ou avec moins de valeur pour la société, dont on sait qu'il faudra forcément les contrôler, les maîtriser et les réduire. Oh, merci beaucoup. Carole, je crois que tu veux réagir. Je t'ai vu allumer ton micro. Je voulais poursuivre sur cette idée d'impact sur l'environnement du métaverse avant d'étendre à d'autres impacts, si tu veux bien, Benoît. Si on regarde, je suis ta logique, d'abord le numérique. Il y a quand même, sur le numérique, il y a 2-3 études. Et on en a fait chez Accenture, par exemple, en Allemagne, pour le Bitkom, qui est l'équivalent du SIGREF en France. Donc le regroupement d'acteurs de l'IT. On a regardé 4 secteurs industriels et on a fait ce que tu as dit. Ce n'est pas le métaverse, mais je vais y venir.
C'est-à-dire regarder des cas, des industries, des cas, et se dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que l'impact environnemental est plus positif que l'énergie qu'on utilise pour faire fonctionner ce numérique? Et smart building, smart manufacturing, smart mobility, ça c'est au moins 3 des 4. Je ne me souviens plus trop quel était le 4, mais en tout cas, ces cas d'utilisation-là. Donc vous voyez, chez vous, vous avez peut-être une façon connectée d'optimiser l'énergie que vous dépensez pour vous chauffer, pour vous éclairer, etc. À l'échelle des entreprises, des grandes entreprises, c'est énorme ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut économiser comme énergie. Donc smart building, on voit bien tout le gain en énergie et donc tout le gain en émissions de gaz à effet de serre que l'utilisation du numérique permet. Moving On et Michelin, les représentants qui sont dans la salle, ne vont pas me contredire quand je dis que smart mobilité, c'est aussi un champ de cas d'utilisation du numérique qui apporte des effets positifs indéniables sur les économies d'énergie et sur, du coup, éviter les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans cette étude, on a montré que les impacts positifs sont, pour ces industries-là, 6 à 7 fois supérieurs par rapport à ce que ça coûte, entre guillemets. Donc là, le jeu en vaut la chandelle. La question avec le métaverse, c'est, mais y a-t-il des cas d'utilisation similaires? Et c'est ça, en fait, parce qu'on voit bien tout ce qu'il y a de négatif en plus. Alors, vous me dites qu'il n'y a pas d'équipement en plus, mais il y a quand même, dans certains cas d'utilisation du métaverse, il y a le casque en plus. Et le casque, CF, ce que tu viens de dire, Laurent, ça veut dire à la fabrication, puisqu'on sait que c'est l'impact le plus important, encore plus de métaux rares à aller chercher, etc., etc. Qui dit métaverse dit pas seulement des données, mais du contenu vidéo riche, des images, des vidéos, voilà. Et donc, beaucoup de données à stocker, et donc des serveurs. Et bing, on se retourne vers, à nouveau, de la fabrication, énormément de serveurs, et non seulement d'énergie à utiliser, mais l'énergie pour aller extraire tous les matériaux qu'il faut pour construire les serveurs. Donc métaverse, plus de matériel, plus d'équipements utilisateurs, plus de serveurs. Côté réseau, quelqu'un m'a dit, si je ne veux pas avoir mal au cœur si je mets un casque de réalité virtuelle, il faut que le réseau soit au top. Donc la 5G, même pas suffisant, il faut aller vers la 6G. Et on se reprend une série d'antennes à fabriquer et de matériel, et je vous refais, voilà. Donc, tu as parlé de crypto-monnaie. Si, dans le métaverse, je dois payer des trucs en crypto-monnaie, alors je ne vous fais pas le schéma parce que vous avez des articles en veux-tu, en voilà sur dire ce que vaut en énergie de miner de la crypto-monnaie, etc. Donc là, catastrophique. Qu'est-ce que j'ai oublié? NFT. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Blockchain. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, voilà. Donc, tous les effets de consommation énergétique qui vont augmenter, là on est plus à 4%, on est dans 15% dans 5-6 ans d'impact du numérique grâce au métaverse ou à cause du métaverse sur l'impact environnemental. Donc ça, je vois bien. Maintenant, cette balance-là, qu'est-ce qui la contrebalance? C'est quoi? Les usages positifs équivalents à smart mobility, smart manufacturing, etc. Donc moi, je sais... Donc, messieurs, Non, mais je suis d'accord avec toi, mais là, tu as la vision du métavers ultime, dans lequel on est forcément en 3D avec un casque. Effectivement, il faut un gros réseau, il faut de la crypto-monnaie. Moi, je ne suis pas du tout sûr qu'il faille de la crypto-monnaie dans le métavers. Donc, effectivement, si on empile tout ça et qu'en plus, Zuckerberg transfère tous ses utilisateurs de Facebook, les 3 milliards, là, dans le métavers, parce qu'il y a ça aussi, une des grosses inconnu pour moi de l'équation écologique du métavers, c'est on sera combien dedans? Si on est une flopée de petits riches qui pompent toutes les ressources de la planète comme on a l'habitude de le faire, eh ben, ce sera ce que ce sera, odieux. Mais si on veut un métavers qui soit vraiment de rupture, quoi, pour le coup, où il y ait énormément d'utilisateurs, alors là, l'équation, elle peut monter très, 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 très haut. Moi, je redis ce que j'ai dit un peu au début, moi, j'y crois pas à ce métavers-là. Je pense pas qu'on sera très, très nombreux dans un métavers hyper gourmand. Bon, même, tu as parlé des réseaux, je pense que sur les réseaux, on est assez tranquille parce que je pense pas qu'on ait besoin d'un très bon réseau pour avoir les images du métavers. Par contre, le côté
le côté crypto-monnaie, là, si on met beaucoup d'échanges de crypto-monnaie, effectivement, ça va faire monter les fermes de crypto-monnaie, quoi. Donc, je suis à la fois d'accord avec toi, effectivement, si on imagine le métavers ultime, le coût écologique risque d'être très fort, mais je pense que c'est pas ça qui va arriver, qu'on va être sur un métavers plutôt light, quoi. Ça nous amène au troisième thème. Je rajoute un truc, parce qu'il me revient, en fait. Pour moi, le métavers tel que moi je l'ai en tête, il prend moins de ressources ou autant de ressources que tes réunions Teams, en fait. J'ai pas besoin de plus, tu vois. J'ai besoin d'un réseau et j'ai pas besoin de casque. Hein, j'ai besoin d'un ordinateur où j'ai juste un peu de vidéo. Donc pour moi, potentiellement, ça prend pas plus de ressources, quoi. Est-ce que ça va se substituer à Teams ou est-ce que ça va s'ajouter à Teams? Parce qu'en fait, aujourd'hui, si ça s'ajoute à Teams, finalement, ça perpétue la trajectoire de croissance voilà, qu'on ne peut pas se permettre, quoi. C'est le problème du numérique, c'est qu'en général, on rajoute des choses. Il y a rarement un élément du numérique en plus qui va remplacer l'ancien. On a toujours des vieux téléphones, même si maintenant la fibre optique et la DSL ont remplacé le téléphone, mais on a toujours rajouté des choses. Je pense que ça va continuer, on va rajouter. Par contre, il y aura des gens qui seront en Teams conventionnel et d'autres qui seront sûrement en Teams Metaverse, quelle que soit sa forme, immersif ou pas immersif. De temps en temps, quand je ne suis pas très bien habillé pour une conférence Teams, je mets un avatar. C'est possible, c'est facile. Et c'est en plus, c'est un petit bout de Metaverse de moi et de mon identité Metaverse qui transparaît dans des appels conventionnels. Et c'est en plus, mais ça ne consomme pas 2 fois plus pour moi. Je laisse tomber la partie Teams conventionnelle et je suis dans un Teams Metaverse. Par contre, effectivement, c'est comme des nouvelles technologies. Chaque nouvelle technologie est, je dirais presque par définition, plus consommatrice que les anciennes. C'est ça qui est bizarre, à part pour la 5G qui a des promesses d'être plus écologique que la 4G ou la 3G. Mais bon, on va sur plus de consommation quand même, et ça va être sur l'usage. À quel moment on a besoin d'être dans le Metaverse? Le Gartner fait des prédictions en disant un quart des gens passeront 1 heure par jour dans le Metaverse d'ici 4 ans. Un quart des gens passeront 1 heure. On ne sait pas quel est le Metaverse dont ils parlent déjà, ils n'ont pas défini. Est-ce que c'est juste des réunions 100% VR? Est-ce que c'est des réunions connectées à des mondes persistants? Du coup, c'est un Teams où quand j'ai posé un document à un endroit du Teams, je peux le retrouver. Bon, ça s'appelle SharePoint en général. Mais bon, il n'y a pas la définition, mais bon, passer 1 heure dans le Metaverse pour un quart des gens, est-ce que c'est un quart? C'est les gens riches qui sont connectés, c'est encore une question. Il y a une fracture Internet, je mélange plein de sujets, mais il y a la fracture Internet, il y a plein de pays en voie de développement qui ne pourront pas avoir accès au Metaverse. Si ça nécessite des gros tuyaux, des gros serveurs, du matériel qui ne sera jamais acheminé dans leur pays, il n'y aura pas de Metaverse pour eux. Donc si on veut un vrai Metaverse, avec la définition idyllique, c'est un réseau ouvert où tout le monde peut communiquer et interagir, c'est Internet déjà. Et faut qu'on aille sur de la low consommation, et donc il n'y a pas de frein à l'entrée. Le casque, la crypto-monnaie et des gros réseaux, c'est compliqué. Après, s'il y a un usage pertinent, on en parlera dans quelques minutes, s'il y a des usages qui justifient de consommer plus pour gagner plus, pas gagner de l'argent, mais gagner en efficacité, en confort. Malheureusement, souvent, c'est l'écologie qui paye pour le confort, ou en usage unique et pertinent. Là, ça peut se justifier. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit sur moins de consommation électrique. Avant que tu réagisses, Carole, je vous remercie pour cette transition qui nous amène au troisième cas, qui est, en fait, là, maintenant, la question qui se pose, c'est quoi les use cases? C'est quoi les use cases intéressants? Et à quelle avancée de métaverse on va pour chacun des cas? Et qu'est-ce que chacun des cas consomme ou pas? Qu'est-ce qui rapporte ou pas, etc., etc. Donc, c'est un peu le thème. Et effectivement, donc, je peux parler de quelques cas déjà testé, y compris chez Accenture, du métaverse. C'est le cas de la formation. Et je vais amener en plus des ingrédients supplémentaires parce que chez Accenture, comme à l'Institut du numérique responsable ou comme dans des groupes au-delà d'Accenture, on aime bien prendre l'axe environnemental, mais aussi l'axe social et éthique. Donc quand on va parler de cas d'utilisation, on va regarder l'utilisation de l'énergie, les gaz à effet de serre, les ressources halieutiques, tous les impacts environnementaux dont Laurent a parlé. Puis on va regarder sur l'axe éthique la protection des données personnelles. Est-ce que, avec mon avatar,
avec tout ce que je vais donner comme information dans le métaverse pour créer mon avatar, je vais avoir plus de données personnelles qui potentiellement seront encore plus à sécuriser, oui. Donc voilà, petit warning. Petite alerte aussi sur l'aspect éthique, sur les contenus haineux. On sait qu'on est très très fort pour diffuser via les réseaux sociaux déjà aujourd'hui des fake news, des contenus haineux vis-à-vis de telle personne et qu'on se sent attaqué, même si en fait quasiment physiquement on n'a pas été attaqué, mais on se sent attaqué comme si on avait été attaqué physiquement, si on prend dans la tête, et si en plus j'ai 12 ans et que c'est ma meilleure amie qui m'envoie dans la tête une insulte, je vais le ressentir vraiment dans les tripes. Donc, alerte sur le métaverse, quelque chose me dit que ça va pas être mieux, voire peut-être il y aura plus de risques, et que si je suis un avatar, j'aurais peut-être le réflexe de donner encore plus des baffes facilement et que l'avatar en face, même s'il n'aura pas reçu la baffe pour de vrai, peut-être que ça ne va pas lui faire plaisir et que ça va l'ébranler. Donc, toutes des alertes éthiques sur la protection des données personnelles, sur la diffusion des contenus haineux et les fake news, des alertes aussi de propriété intellectuelle. Parce que tu disais, je vais créer mon document, je vais créer mon objet. Comment on fait pour effectivement de faire en sorte qu'il y ait de la protection de données personnelles. Voilà. Et puis, donc ça, c'est le volet éthique. Et puis, il y a le volet social. Et ça, tu l'as déjà abordé, Vincent, avec dire, aujourd'hui, il y a un tiers de la planète aujourd'hui qui n'a pas accès à Internet, le Internet de base, pas le Internet 3. Voilà. Donc, est-ce qu'on va, si on rajoute de la complexité, de la sophistication, plutôt être dans le sens de l'ouverture ou au contraire de réserver encore à un plus petit happy few nombre de terrestres ce métaverse? Alors, face à tous ces enjeux-là, les cas d'utilisation. Et j'en rajouterai à la fin un dernier enjeu parce que mes tripes de mère de famille m'interrogent beaucoup sur celui-là, c'est le développement cognitif. Mais bref, sur le cas de la formation. La formation, si je suis un enfant malade à l'hôpital, je pense qu'effectivement, pendant 1 an, de ne pas voir mes camarades et d'avoir quelqu'un qui vient me faire un cours de temps en temps dans ma chambre d'hôpital versus un environnement où on peut me donner l'impression d'être avec mes amis, d'avoir mon instituteur ou mon institutrice en face de moi, je pense que ça change ma vie pour le mieux. Et peut-être que là, le jeu en vaut la chandelle. Peut-être que si on met toutes les barrières de protection de la donnée personnelle, etc., voilà, bref, le jeu en vaut la chandelle. Si on se met dans le monde de l'entreprise, peut-être qu'effectivement, dans des équipes qui sont très, très dispersées, les réunir de temps en temps pour une formation où ils ont les moyens, non seulement de parler tous autour du micro, mais d'aller, entre guillemets, boire un café, et pas juste en ouvrant une porte Teams ou une breakout room Zoom en plus, mais que ça soit beaucoup plus fluide. Oui, peut-être que de temps en temps, le jeu en vaut la chandelle. Peut-être que de la même façon qu'on fait des simulateurs pour les pilotes et on évite de cramer du gaz, du kérosène pour leur apprendre à piloter, ou qu'on apprend aux connected workers à utiliser, à être beaucoup plus efficaces dans leurs gestes pour, par exemple, faire des maintenances de plateformes offshore grâce à la réalité augmentée. Peut-être que tous ces cas d'utilisation autour de la formation, que ce soit dans le monde du grand public ou dans le monde de l'éducation ou dans le monde des entreprises, là, le jeu en vaudra la chandelle. La question, à mon sens, c'est la question des garde-fous. Comment on évite d'aller du mauvais côté de la force si on ouvre la possibilité à tous ces cas d'utilisation? Qui nous dit qu'on ne va pas en fait passer notre vie à regarder Netflix Non, mais je veux dire, l'équivalent de ne passer notre vie dans le divertissement et à avoir que les côtés négatifs, et y compris sur, et je termine après là-dessus, et après je ne parle plus, promis, sur un aspect, moi, qui m'interpelle. On a beau être des scientifiques, on a le droit de regarder des philosophes et des anthropologues. J'ai écouté, je ne sais pas si vous connaissez, Philippe Descola. C'est un anthropologue qui a écrit « Par-delà la nature et la culture ». Pourquoi je parle de lui? Parce que
Moi, il y a un truc, quand j'avais 10 ans, je me suis dit, c'est super bizarre la vie. On mange, on va se balader en famille et dans la forêt. Là, je vois bien le rapport physique, humain, on est des êtres humains. Et puis, je vois que les adultes, ils passent leur vie dans des systèmes très sophistiqués, des villes, ils passent leur vie sur Teams. Et il y a un disconnect entre ce monde virtuel, et le métaverse va nous emmener encore plus dans ce monde virtuel, et la vie réelle, physique, qui fait aussi partie de notre vie humaine. Et donc, par-delà la nature et la culture, on est dans ce courant où j'ai l'impression qu'on est dans cette disconnect, ce fossé de plus en plus grand entre des êtres humains qui introduisent des couches de virtualité de plus en plus grandes et qui oublient qu'en fait, on fait partie de la nature, on fait partie de l'environnement. Et donc, si ce métaverse, est-ce que ça ne va pas nous faire carrément, comme Icare, aller trop proche de quelque chose qui, en fait, nous donne des super-pouvoirs, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on rajoute une technologie, on a des super-pouvoirs, mais en oubliant notre caractère éminemment physique et matériel de l'être humain. Alors, je suis sûr que ça amène des réactions parmi nos autres panélistes. Laurent ? Effectivement, je rejoins Carole sur la nécessité de favoriser les usages dont on a démontré le côté bénéfique d'un point de vue environnemental, sociétal, social, et de réguler, de contrôler, de maîtriser les aspects qui ne sont pas dans ce cas de figure. Je note néanmoins que c'est assez compliqué. Pour d'autres technologies numériques, aujourd'hui, on voit bien qu'on a du mal. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des cas où on peut montrer qu'on a réussi à le faire. Voilà, donc je m'interroge simplement. Ouais, moi j'aime bien les exemples que tu as donnés, Carole, parce qu'il y a deux grands champs d'application. Je pense qu'il y a effectivement l'application assez grand public. Et là, moi, je continue à penser que le grand public ne va pas aller dans des métavers hyper gourmands et hyper compliqués. Et puis, il y a les aspects très professionnels, jusqu'aux gens qui interviennent sur les plateformes et tout ça, ce qu'ils font déjà, en fait, en partie grâce à ça. Puis, ça va s'augmenter. Donc, ça concerne une toute petite partie des gens. Bon, jusqu'à aller faire la guerre dans le métavers en vrai, piloter des drones et tout ça. Enfin, toutes ces applications-là, elles sont là, quoi, déjà. Sur l'aspect un peu grand public, j'aime bien l'exemple que tu disais sur l'enfant à l'hôpital. Nous, on a bossé avec des étudiants à l'école polytechnique sur un protocole d'enfants à l'hôpital. Ils ne vont pas dans le métavers, ils vont avec une tablette dans une vraie classe. Ils participent à une vraie classe. Alors, ils ne sont pas dans la vraie classe parce qu'ils sont à l'hôpital. Mais s'ils peuvent aller dans une vraie classe, voir la tête des gens, même ils peuvent se passer une tablette, ils peuvent même bavarder à travers la tablette et se faire gronder par l'instituteur qui lui est dans la vraie classe. Et ça, c'est beaucoup plus riche pour moi, pour un enfant qui est à l'hôpital, qu'une expérience métavers ultime, c'est-à-dire avec le plus proche possible des vrais gens. Donc j'espère que l'humanité va continuer à vouloir parler à des vrais gens. Si on va dans un métavers qui concerne beaucoup de gens, bon, alors évidemment ça ne concerne pas beaucoup de gens, mais pour ce type d'application, j'ose espérer que j'ai un peu foi dans l'humanité là-dessus, qu'on aille là. Une grande partie de tous les problèmes qu'on est en train de dresser là, c'est des problèmes qu'on a déjà avec Internet depuis longtemps. Et donc, il y a ce sur quoi il faut être super vigilant, et ce que vous montrez bien, c'est sur toutes les alertes éthiques, sociales et tout ça. On a déjà le problème avec Internet, donc on a déjà une expérience de ce que c'est. Donc on a déjà des analyses des conséquences que ça peut avoir sur tous les aspects. Et est-ce qu'on est capable d'être intelligent et de digérer ça pour trouver les bons usages du métavers ? Je crois que c'est ce que tu dis, je pense que c'est très très difficile de prévoir à l'avance quels vont être les comportements de gens en fonction de l'expérience qu'on va leur proposer. Je sais pas, Second Life, ça a plus ou moins pas marché. Je pense que les gens qui promouvaient Second Life pensaient que ça allait cartonner. Et ça n'a pas cartonné. Donc prévoir ça à l'avance, c'est assez difficile, je pense. Mais bon, je pense qu'on est tous d'accord, tous les quatre, et j'espère vous tous, pour mettre cette petite alerte, quoi. Il faut être vigilant. Les problèmes, ils existent déjà avec d'autres choses. Ça va évoluer sur les différentes formes de métavers. Il faut être vigilant, essayer de prévoir à l'avance, mais c'est pas facile. Quels sont les endroits où ça peut bloquer, où ça peut ne pas bloquer, quoi. C'est un peu bas. Il nous reste 5 minutes avant de prendre des questions de la salle. Est-ce que quelqu'un veut conclure ? Vincent, peut-être ? Effectivement, il y a plein de cas d'usage dont on a parlé. Dans les cas d'usage où ça a l'air de marcher, le metaverse, ou au moins les technologies actuelles
qui servent au Metaverse. Donc on l'a dit, la formation, c'est vraiment important. Accenture a fait le pari d'acheter plusieurs dizaines de milliers de casques et les envoyer aux new joiners, aux nouveaux arrivants, et de leur dire, voilà, vous êtes dans le Metaverse. C'est un casque de VR, ça existait déjà il y a quelques années avant que le terme reprenne de la popularité, mais on les accueille dans le Metaverse. C'est-à-dire que tout le séminaire d'onboarding, d'intégration se fait dans le Metaverse. Les formations sur les soft skills, on en parlait un peu plus tôt, sur la sociabilité, se fait dans le Metaverse. C'est en gros, ils sont chez eux et ils ont la formation en interaction avec d'autres gens à distance. Et c'est du Metaverse. Il y a la partie hard skill, donc compétences métiers fortes, où effectivement on peut former des gens de chez eux ou via des lieux de formation spécifiques avant d'être déployés sur site à distance, où là ce serait plus compliqué. À titre d'exemple, Accenture accueillait les nouveaux arrivants et leur payait un voyage à San Francisco, je crois. Chicago, pardon. À Chicago. Pour les nouveaux arrivants, se taper un aller-retour Chicago pendant une semaine pour avoir des formations. Bah là, les 60 000 casques ont été rentabilisés en faisant sauter le coût du billet d'avion et l'impact écologique de ça. Mais bon, ça reste un pari parce qu'il y a du hardware qui est acquis et qui a une durée de vie pas très élevée. Hein. Un casque, c'est comme un téléphone, mais ça dure moins longtemps en général parce que tous les 2 ans, il y a un nouveau casque. Donc, il faut pouvoir l'amortir. Mais voilà, il y a plein de cas d'usage. Un cas d'usage que j'aimerais bien relever, c'est la partie identité. Vous avez tous sûrement sur vos réseaux sociaux une photo que vous mettez en avant, c'est votre photo de profil. Suivant le réseau social, vous n'avez pas forcément la même photo. Sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, c'est pas la même photo que TikTok, c'est pas la même photo que vous mettez en avant. Et ben avec le Metaverse ou les Metaverse, vous pourriez avoir des identités différentes. Quand vous êtes au boulot, vous avez une certaine identité. Quand vous êtes avec vos amis, une autre identité. Et dans le cas où vous avez des soucis d'expression de soi, de choix d'identité ou de choix d'orientation et d'expression sexuelle, vous pouvez dire au boulot, je suis un homme, mais dans ma vie privée, je me sens femme et je m'exprime comme une femme. Et indépendamment, si votre boulot ne supporte pas les transgenres ou autres, c'est pas grave, ils vous verront comme vous avez choisi de vous exprimer vis-à-vis d'eux. Donc il y a une partie identité qui peut prendre le pas et avoir de la multi-identité, pas juste une identité, un seul compte, mais plusieurs expressions de genre. Non. C'est détenu par des grosses boîtes et il faut être sûr qu'ils mettent l'utilisateur au centre et l'écologie au centre. Parce que pour l'instant, c'est la hype, c'est la spéculation. Il faut attirer un maximum d'utilisateurs et si ça consomme du gasoil, c'est pas grave, on verra après. Mais il faut commencer à y réfléchir dès maintenant. Même vous, en tant qu'utilisateur, boycotter certaines solutions qui ne vous conviennent pas, ça peut être aussi une solution. Merci beaucoup pour cette parfaite ouverture vers les questions. C'est marrant ces micros. Dans le vrai monde, j'ai l'impression d'être en visio et où on peut couper la parole aux gens d'une manière qui est parfaitement impolie. On va prendre les questions de la salle pendant le quart d'heure qui nous reste. J'en profite pour remercier et souligner la ponctualité de nos intervenants qui tiennent exactement le timing. C'est le micro. Bonjour, Alexei Greenbaum, directeur de recherche au CEA Saclay et membre du Comité national d'éthique du numérique. Nous avons lancé récemment au Comité national d'éthique un groupe de travail sur la réalité virtuelle étendue et le métavers. J'aurais peut-être beaucoup à ajouter à cette table ronde, mais j'aimerais à cette dimension qui était la vôtre, qui était de partir des cas d'usage, ajouter 2 autres dimensions qui font partie de notre analyse. D'un côté, les interfaces. Alors, le casque, évidemment, mais il y a beaucoup plus que le casque. Il y a la prise de données de mouvement, il y a les lentilles, il y a toutes sortes d'interfaces intermédiaires sur les données subliminales qu'on collecte. Et donc, les interfaces qui permettent de collecter, vous avez un tout petit peu parlé du RGPD, qui est malheureusement assez désuet sur ce type de données. On ne sait même pas si, par exemple, le eye tracking, c'est des données sensibles ou pas sensibles. Une grande question pour la CNIL, à laquelle il n'y a pas de réponse. Donc, tout le débat qui vient, alors, d'un côté, des cas d'usage, des applications, des interfaces qui se développent. Et puis, troisièmement, et c'est aussi le débat que nous avons à Bruxelles en ce moment sur l'éthique de la réalité virtuelle, l'impact sur les valeurs et les principes. Alors, s'il y a du harcèlement sexuel dans le métavers, qui est responsable et comment ?
Qu'est-ce que c'est la dignité d'un avatar? Est-ce qu'un avatar a de la dignité? Comment est-ce qu'on peut la définir, etc., etc. Donc l'approche qui est très typique pour l'Union européenne et qui commence par les valeurs et les principes et l'évolution de ces valeurs et principes à l'aune donc des nouvelles technologies. Voilà peut-être, si vous voulez, un panorama de 3 dimensions pour expliquer un peu ce que nous faisons au Comité national d'éthique et également à Bruxelles en ce moment. Au-delà de l'identité, il y a aussi la propriété. Dans le métaverse, on peut créer des objets, on peut détruire la maison de quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un va prendre en charge l'assurance et les dommages si on détruit ma maison dans le monde virtuel? Effectivement, il y a plein de sujets qu'il faut aborder parce que c'est pas clair encore. On a l'exemple d'Internet actuellement, mais ça va empirer, on va dire, ou ça va être encore plus complexe. Effectivement, donc il faut de l'éthique pour définir toutes ces problématiques, définir les problématiques et commencer à trouver des raisons. Le problème, c'est que l'humain, on est un peu flemmard, j'ai l'impression. Si on peut nous envoyer du média dans les yeux et rester assis sur un canapé, on le fera naturellement, au détriment de la régulation et de l'éthique et autres. Donc c'est à nous, individuellement aussi, de dire je veux qu'il y ait de la régulation dans le média que je vais consommer, sachant que nos enfants, qui sont les premiers consommateurs, eux, ils sont trop jeunes pour choisir d'avoir des médias, donc d'avoir de la régulation. Donc c'est aux parents, en général, de mettre le contrôle parental, basiquement, ou de leur inculquer les bonnes règles et la bonne distance à avoir vis-à-vis de ces datas. Parce que, par exemple, un de mes enfants, il s'amuse à scanner la maison en 3D avec son téléphone. Du coup, ma maison, elle est quelque part stockée en 3D sur un réseau social ou chez un GAFA. Et ça me plaît pas. Alors, ça peut me rendre service. Et c'est ça qui peut être bien. Je suis déjà sur Facebook et tous les réseaux sociaux, donc 90% de mon identité est déjà sur Internet. Mais il y a des choses... Je voulais dire, c'est sympa chez toi. Hein. C'est pas bien, faut pas y aller sans ma permission. Mais c'est ce que j'ai failli parler. Voilà, mais je m'arrêterai jamais. Donc voilà, on est le produit, donc les GAFA vont consommer nos données, donc ça va être à nous d'être pragmatiques sur la manière dont on le partage. Et je te laisse parler. En levant la main, ça marche mieux peut-être. Mais en tout cas, je trouve ça très rassurant ce que vous dites, parce que si on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que la régulation vient un peu après la bataille et que les gamins qui sont dans les collèges déjà très négativement impactés par tout le mauvais côté qui peut se passer sur les réseaux sociaux, et c'est une réalité. Donc si vous pouviez un petit peu nous aider à anticiper sur ce coup-là, ça serait fantastique. Bonjour, Clément Duhard. Donc j'aime bien le titre Metaverse ou Meta Waste, et ma question c'est un peu comment on évite le Meta Crash, et c'est dans la continuité justement de la conclusion que vous avez. C'est en fait quand on voit l'événement des réseaux sociaux et l'impact que ça a eu sur la société, aujourd'hui on remet en question même la notion de fait observable, de consensus scientifique, etc. à tout niveau de la société. Donc ça a montré un échec à notre capacité en tant que collectif, et je me pose la question même au niveau de l'individu, de supporter en fait cette transition technologique et qui s'est fait très rapidement. Quand on voit le développement humain qui met un certain temps à assimiler, à se développer au niveau d'un individu et maintenant même au niveau d'une société, la question c'est, je me pose la question au niveau du métaverse parce qu'on pense par l'interaction et l'expérience du monde physique dans lequel on vit. Et aujourd'hui, on va avoir des générations de gens qui vont expérimenter l'observation scientifique dans un environnement simulé à partir de sciences qu'on observe. La science, c'est découvrir ce qu'on a tort, en fait. En permanence, on remet en question les modèles. Et donc, je me pose la question, comment est-ce qu'on va éviter cet effet de bord qui emmènerait, pour moi, au crash, en fait, de l'intellect, au sens seul. Alors, je crois que je perçois le risque que vous percevez, mais on peut renverser un peu l'expérience. Pour moi, il n'y a pas meilleur moyen de faire comprendre le réchauffement climatique à quelqu'un que de le lui faire vivre. On commence vaguement à le ressentir à notre échelle à nous, mais ça reste quand même assez distant. Hein. C'est surtout les médias qui nous disent qu'il est là, mais nous, à notre échelle, bon, commence à y avoir des frémissements climatiques, on a l'impression de pouvoir les sentir, mais c'est trop tard. Pourquoi pas dans le métaverse ou pour moi-même dans des jeux vidéo avant le métaverse, faire des belles simulations du climat et faire expérimenter un maximum de gens quelles sont les conséquences de nos actes au niveau global. Donc
je perçois votre risque, mais les deux choses peuvent arriver vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'on peut utiliser, si on est intelligent, ce genre de médias pour tous ensemble prendre conscience de beaucoup de choses et être assez vertueux là-dessus. Alors c'est le pire et le meilleur. Hein. Il y a toujours dans toute évolution comme ça forte, je pense qu'on peut avoir le pire comme le meilleur. Je pense aussi qu'on peut avoir le meilleur, mais il faut que proactivement, tous, on utilise ce média-là pour essayer de faire comprendre, expérimenter des choses. Sur l'aspect scientifique, pour moi, vraiment, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, la cancel culture, le fact-checking et les fake news, ça m'agace. Mais justement, je pense qu'on peut utiliser des nouveaux médias qui sont interactifs, en fait. C'est ça, le point clé, c'est ça. C'est que c'est vraiment interactif. On peut vraiment expérimenter des choses, être à la place du scientifique ou avec le scientifique pour comprendre des choses. Et ben, go, quoi, allons-y. Et je veux, sur le métacrash, j'aime bien le métacrash au-delà du méta-waste. Quand on prononce métaverse ou métavers, chez Accenture, comme c'est dans la Tech Vision, en ce moment, on le prononce beaucoup. Moi, j'avoue que j'ai une partie de moi-même qui une réaction physique qui me dit quel cauchemar absolu pour tout ce que vous venez de dire et tous les risques qu'on a évoqués. Et en particulier sur le développement cognitif. Moi, je me dis, si petit, on est déjà incité nos gamins à aller dans un monde encore plus virtuel. Alors bon, comment est-ce que le cerveau va se construire petit à petit ? Donc, je ne sais pas si vous avez vu le film de Spielberg, Ready Player One, le monde post-apocalyptique où la vie ne se passe que dans le virtuel. C'est juste, ça donne envie de fuir. Et là, il y a Thierry Reyna qui vient dire, de temps en temps, dans nos groupes de travail, oui, mais est-ce qu'on peut aussi voir l'autre côté de la médaille ? Et c'est ce qu'il a annoncé au début, en annonçant l'objectif de cette chaire, c'est de réfléchir vraiment aux deux aspects dans Tech for Change, c'est se dire, est-ce qu'il n'y a pas, bien au-delà du scepticisme naturel qu'on peut ressentir les uns les autres, si on a un petit peu de sensibilité environnementale, au-delà de l'obscénité personnelle que je peux ressentir quand on parle de baisser 1 degré notre chauffage pour essayer de consommer moins d'énergie, et en même temps qu'on nous parle de métaverse, moi je trouve ça limite obscène dans cette concurrence de temps, est-ce qu'on ne peut pas penser un peu aussi contre soi-même et se dire peut-être qu'il y a quelque chose de bien à en tirer, à nous de l'inventer, à nous de mettre les garde-fous. Ça a l'air bêta ce que je dis, mais je me replace. Imaginons-nous, là, ayant cette discussion, à la création d'Internet. Est-ce qu'on ne se dirait pas, attends, mais on va dépenser de l'énergie partout, des serveurs dans tous les sens, ça va être... Mais est-ce qu'on se... Quand même, l'Internet nous a apporté 2-3 choses positives, il me semble, pour la vie humaine. Et après le Covid, on en est encore plus conscient. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même cette dualité qu'on va sans doute pas trancher aujourd'hui, mais où Thierry disait « Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain ». On n'a pas encore... Enfin non, voilà, c'est une innovation technologique qui arrive. Il y aura peut-être des cas d'utilisation à inventer qui seront éminemment féconds et pertinents pour la vie humaine. Non ? Oui, il y en a. Dans les pays pauvres qui s'appuient sur la blockchain. Et c'est ce que je disais aussi. Et donc, il y a des univers, des écosystèmes basés sur la blockchain qui sont là pour inventer, parce que c'est un espace de liberté avant tout. Et donc moi, je vous engage, tous ceux qui sont concernés par les enjeux de technologie et de sustainability, à absolument s'engager sur ces sujets-là pour ne pas laisser la place à justement la spéculation à outrance et la manipulation cognitive. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur la souveraineté cognitive. Donc, ce n'est même pas l'idée du développement du cerveau. On est déjà là et on est en train d'arriver au fait qu'on n'est même pas libre de nos propres choix. Et donc, la question de l'autonomie, du respect et surtout de la collaboration, qui pour moi est un des éléments fondamentaux de ce que permet la technologie de la blockchain, c'est la capacité de incentivize
et je peux vous donner un exemple, par exemple, et de collaborer de façon complètement interdisciplinaire. Donc, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Open Forest Protocol. C'est un exemple, il y en a d'autres, qui est dans l'écosystème NIR, qui est un écosystème qui est basé sur de Proof of Stake, donc avec un impact écologique bien plus mineur, même s'il existe encore, mais en tout cas qui a la préoccupation écologique, donc qui se débrouille pour avoir un impact neutre. En tout cas, Open Forest Protocol, qui travaille sur le marché du crédit carbone, qui là aussi peut se discuter, ce n'est pas la panacée, mais on va dire que c'est quelque chose de transitoire, permet à des institutions publiques, en l'occurrence Open Forest Protocol travaille avec des initiatives au niveau des forêts qui sont petites et moyennes, donc ce sont des gens qui ont leur propre territoire de forêt, etc. Mais que ce soit la réglementation, les institutions de recherche, tout le monde travaille ensemble et est stimulé et incentivise pour que ce système fonctionne et permette à des petits domaines de fonctionner. Donc ça, pour moi, la sécurité et ce que la blockchain peut permettre en tant que plateforme est vraiment un exemple. Et alors, je ne sais pas si j'étais assez claire, mais en tout cas, c'est un exemple d'une collaboration interdisciplinaire pour qu'un système fonctionne au bénéfice de petits établissements de forêt, pour le terme. J'avais juste Xavier Adam, j'avais juste une petite réflexion. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, il y a des cas où le numérique apporte des bienfaits pour la sustainability, il y en a des tonnes. C'est ce que je mentionnais et on a publié une étude pour Bitkom qui le démontre par exemple. Et c'est mon métier d'aider les grandes entreprises à utiliser la technologie numérique comme levier pour la transformation durable. Là, on était plus dans et après la prochaine étape de technologie, si on va dans un métaverse avec plus de continuum, plus général, etc., qu'est-ce que ça engendre comme nouveaux impacts ou nouveaux bénéfices? C'était ça la direction vers laquelle on voulait aller. Xavier Adam, moi je rebondis sur plusieurs interventions. Je me dis qu'il y a 20 ans, j'avais un forfait Internet 50 heures et que le fait d'avoir justement une limitation en termes de temps, moi-même, ça me permettait de prioriser mes usages. Donc est-ce qu'aujourd'hui, le rôle du régulateur, c'est justement pas de donner par personne un quota d'usage et qui nous permettent justement de prioriser les bons usages et pas d'aller vers des impacts. Vous êtes mûr pour aller vivre en Chine, peut-être? Non, mais c'est une vraie réflexion à avoir. Non, mais bon, je pense qu'on n'est pas prêt je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. On n'est pas prêt dans nos sociétés actuelles à le faire, mais si ça se trouve, à un moment, il faudra y aller. Enfin, les idées de carte carbone et tout ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment... Excuse-moi. Voilà, je suis arrivé au bout de mon quota et donc c'est Laurent qui termine mon... Mais en fait, j'ai essayé d'exprimer ça tout à l'heure, c'est que les ressources pour produire du numérique, elles sont limitées. Donc à un moment donné, il va falloir arbitrer vers quels usages on oriente ces ressources et vers quels usages on ne les oriente pas. Malheureusement, c'est la réalité physique de cette industrie. Et c'est peut-être pas demain, mais peut-être que ça sera dans 10 ans ou dans 15 ans. Et voilà, je ne crois pas à moins qu'on découvre une technologie extraordinaire que je ne connais pas encore, on va être confronté à ce genre de situation. Et c'est ce qu'on fait avec nos enfants. Vous parliez de l'éducation. On donne bien des limites, des cadres aux enfants. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on se donne un cadre. Sur ces considérations très intéressantes, il reste une question encore? Alors on prend c'est moi, j'ai de la chance. Alors, c'est moi qui ai le micro. Ah, moi aussi. Ah. Comme quoi, fixer des limites, c'est... Une minute chacun. Une minute chacun? Allez, je commence super vite. Je l'offre. Jean-Benoît Bessé, Orange. Ma question, c'est est-ce que on arrive à conceptualiser dans l'économie environnementale les métavers le fait que les gens vont consacrer une partie de leur pouvoir d'achat à acheter des biens numériques qui donc ne demandent pas de ressources pour être produits? Et est-ce que ça va dévier, du coup, ça va diminuer la consommation de biens physiques qui, eux, demandent des ressources pour être produits? J'en ai absolument aucune idée.
Et je pense que personne n'est capable de répondre à cette question aujourd'hui. C'est possible que ce soit l'inverse qui arrive, en fait. Il est possible que ce soit l'inverse qui arrive, c'est-à-dire que le fait que les gens passent plus de temps dans le métaverse les encourage à acheter plus de biens physiques ou plus de voyages en avion pour aller de l'autre côté de la planète. On ne sait pas prédire ce genre de choses aujourd'hui, quoi. Mais on peut faire un sondage. Hein. Qui dans la salle est prêt à se passer d'un bien physique pour l'acheter dans le métavers? Levez la main. Oui, Arnaud Galland, j'avais juste une petite question pour vous. J'ai écouté ce qui a été dit, notamment ce qui a été dit par Laurent sur le GPS et la dispersion des personnes sur le territoire. On voit que nos rythmes de vie, avec les activités qu'on nous propose professionnellement, accélèrent, multiplient nos occasions de travailler et de jamais déconnecter du travail. Et on voit l'impact que ça peut avoir sur nos sociétés démocratiques, sur notre capacité à nous rassembler, sur notre capacité à former des coalitions pour pouvoir s'opposer à des grands mouvements. Change.org a quand même changé pas mal de choses en permettant aux gens de faire des pétitions avec un seul clic sans se poser d'autres questions que de participer. Est-ce que le métavers peut participer à former des coalitions humaines, transnationales, pour pouvoir s'opposer notamment à ce qu'on voit arriver, je sais pas, on parle de la crise climatique, on peut parler de la situation ukrainienne, on peut parler aussi de ce qui peut se passer ailleurs, où on a des grands enjeux qui sont devant nous, que les médias nous vendent, mais sur lesquels on n'a pas le temps de se rassembler, de discuter, de se structurer pour y répondre. Vous pensez tout de suite ce que vous venez de dire m'a évoqué un film qui s'appelle Eighth Wonderland. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ici à part moi. Ouais, c'est bien dommage parce qu'il y a un métavers dedans. Il y a justement une espèce de version low-tech du métavers dedans qui est formidable, dans lesquels il y a une nation dans le métavers qui se crée et qui essaye d'avoir du pouvoir. Donc c'est ce genre de choses auxquelles vous faites référence. Enfin, votre rêve un peu. Mais c'est sûr qu'avec le métavers, mais c'est déjà vrai avec les réseaux sociaux dans une certaine mesure, hein, il va falloir faire attention à ce qu'il y ait des gens qui ne pensent pas que leur nation, enfin leur cœur d'appartenance ne soit pas dans telle faction du métavers plutôt que dans leur pays réel. Là, c'est un peu on a une tendance à s'identifier que je suis qui met la casquette. Oui. On a une tendance à s'identifier avec ce qui se trouve autour de nous, mais là, je pensais plutôt à la possibilité de se rassembler pour discuter, pour pouvoir bypasser un petit peu les bottlenecks qu'on a dans la vie de tous les jours. Par exemple, si on n'est pas d'accord avec son représentant politique ou syndical, voire on va pas voir Enfin, en France, on n'a pas l'habitude d'aller voir son député dès qu'on a un problème au niveau national. C'est plutôt quelque chose qui est fait aux États-Unis où les plateformes de médias encouragent à écrire aux sénateurs, aux représentants. Peut-être que dans d'autres places, il y aura ces proxys de démocratie. On pourra participer et se faire entendre et se réunir et se sentir moins seul quand on a des choses à défendre. Mais... Ok. Ce serait dommage pour eux. Dommage pour eux de prendre. Okay. Donc, on vous remercie beaucoup.